Monsieur Alain Guillot, donc, et toutes les personnes qui l'accompagnent, soyez les bienvenus donc, dans notre université de Béjaïa. Donc nous avons donc aujourd'hui un invité de marque, monsieur donc, Alain Guillot, qui est architecte lumière, qui est connu dans le monde entier. Donc il va nous présenter donc, une conférence qui s'intitule « Imaginez demain pour mieux vivre la ville ». Alors donc il est à Béjaïa. Béjaïa, ça s'appelle Bougie. Bougie, c'est la lumière. Donc aujourd'hui, on va parler de lumière. Donc, alors, monsieur, donc, Guillot est spécialiste de la lumière. Donc, il aime beaucoup la lumière et il aime beaucoup aussi l'Algérie. Donc, soyez les bienvenus et nous invitons donc à présenter votre conférence. Merci. Alors, oui. Bonjour et merci. Merci d'avoir répondu massivement avec tout votre enthousiasme à cette invitation de vos professeurs, de vos enseignants et de Belux. Je vous souhaite donc la bienvenue à vous étudiantes et étudiants, ainsi qu'à toutes les honorables personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. Je voudrais au nom de notre directeur général, M. Belarus Abdelkader, remercier Monsieur le recteur de l'université pour son soutien, pour sa disponibilité et pour avoir permis qu'aujourd'hui nous soyons parmi vous. Nous avons donné hier une conférence à l'université de Gigel en présence des étudiants du département architecture, avant-hier dimanche à l'université de Annaba avec les mêmes étudiants, jeudi 18 avril à l'université de Biskra, mercredi 17 avril à l'université de Moulbouagui et mardi 16 avril à l'occasion de Yom el-Ilm à l'université de Constantine où Alain Guillot a été acclamé par 900 étudiants en architecture, LMD et système classique. Belux est une société qui est depuis 38 ans dans le domaine du mobilier lumière et du mobilier urbain. Elle est installée à Oran et donc depuis 38 ans, elle fabrique ses propres produits pour surtout l'embellissement des villes. Belux a un partenaire en la personne d'Alain Guillot, qui est un expert mondial de renommée internationale, qui a fait des mises en lumière dans 43 pays à travers le monde. Vous allez avec lui et avec les photos voyager à travers le monde. Et Belux a souhaité que ce partenaire vienne mettre ses compétences, ses connaissances, son savoir, parce que Houa Fennan Douali ou Khibar Douali, donc son art au service des villes algériennes. C'est un artiste, c'est un poète de la lumière, c'est un concepteur, mais il a toujours souhaité, comme il a fait avec les universités que je viens de citer, il a toujours souhaité établir une relation privilégiée, un dialogue avec les étudiants. Donc l'intérêt de cette rencontre aujourd'hui, c'est surtout les étudiantes et les étudiants. C'est de dialoguer avec lui, de partager avec lui ses connaissances. Donc Belux a ce partenaire pour qu'il puisse mettre ses compétences au service de nos villes, mais au service aussi des étudiants, des masters, des doctorants, et pourquoi pas susciter des passions, susciter parmi vous des vocations, faire parmi vous des émules pour qu'il y ait des dizaines d'autres Alain Guillot dans toutes les universités algériennes. Donc je vous présente Alain Guillot. Bonjour, mais je vais me lever pour vous, pour parler debout, pour vous honorer. Donc vous permettez, je passe en face pour être avec vous. Bonjour, bonjour à nouveau, bonjour vraiment, monsieur le recteur, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les directeurs de cette belle université, mesdames et messieurs les architectes, professeurs, chers étudiants. Chers étudiants, si vous le permettez, d'abord et beaucoup, avant les autres, parce que si nous sommes là avec mes partenaires Belux, c'est parce que nous croyons en cette jeunesse que vous représentez, que vous constituez, avec ce talent, cette capacité extraordinaire à être à l'écoute de l'enseignement, ce savoir qui vous est donné ici avec beaucoup de valeurs positives, dans une belle ville, Béjaïa,
dans une très belle université, près de 50 000 étudiants, c'est fabuleux. Plus de 1000 étudiants dans votre discipline. Quelle belle discipline, l'architecture. Félicitations, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, d'être là. Vous avez fait un très bon choix. Je vais, si vous le souhaitez, articuler cette présentation de façon multiple, de façon à avoir la possibilité surtout de répondre à vos questions. C'est l'intérêt majeur, je crois. Une présentation rapide du parcours, le mien. Attendez, j'ai un pupitre qui est difficile, donc je vais essayer de me mettre dessus, sinon je vais... Ce serait dommage. Un parcours de 37 ans. 37 ans que j'ai eu déjà l'absolue conviction que la lumière était une composante forte. J'ai donc, il y a 37 ans, à Lyon, créé mon cabinet Architecture Lumière, parce que je savais déjà profondément que la lumière était une des composantes fortes de l'architecture et qu'à ce titre, il faudrait en faire un vrai métier. Et en 37 ans, j'ai eu le bonheur de pouvoir œuvrer partout dans le monde et j'ai rencontré il y a 20 ans un homme qui est devenu un ami. Abdelkader Balouri, j'aimerais que Abdelkader se lève, vous puissiez l'applaudir parce que c'est grâce à lui que je suis dans votre beau pays l'Algérie demain, je le crois vraiment, parce que cet homme et son entreprise, son groupe, ils ont les uns et les autres une vraie culture lumière. Il s'agit non seulement d'un fabricant qui fabrique, mais un fabricant qui est à l'écoute de vos aspirations, de vos souhaits, de vos interrogations. Et le lien entre l'architecte lumière que je suis, le passionné de lumière, le poète de la lumière peut-être, mais surtout un homme engagé, avec conviction dans le cadre de cette mise en lumière au service des villes, il était nécessaire que l'on vienne ensemble pour vous démontrer que ce schéma n'était pas seulement un schéma intellectualisé, un schéma du cœur avec de l'utopie ou du rêve impossible à réaliser, mais une vraie possibilité en devenir. Et ce devenir aujourd'hui pour vous, dans votre ville, c'est pour vous. 37 ans, c'est un chemin long, avec quelquefois des difficultés. Les premières années, personne ne croyait à la lumière. On pensait que c'était une dépense. Et moi, je disais déjà avec force non au maire de Lyon à l'époque, un wali, un préfet. Non, monsieur le maire, non, monsieur le préfet, non, monsieur le wali, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il a fallu 10 ans pour que je puisse les convaincre, et 10 ans qui m'ont permis petit à petit, année après année, de constituer une équipe qui m'a permis de coopter après des collaborateurs, des architectes, des plasticiens, des scénographes, mes fils, Julien est derrière moi. J'ai une fille de 6 ans et demi, elle n'est pas encore avec moi. Mais elle est passionnée par l'Algérie, elle veut venir d'ailleurs dans votre ville. Elle m'a dit hier, papa, mais c'est où sur la Méditerranée? Je dis, regarde, je te ramène une carte, et l'été qui vient, je te ramène avec moi, Inch'Allah. Vous avez un peu plus de 6 ans et demi parce que vous avez l'âge de la maturité, l'âge de l'expertise, 2e, 3e, 4e année, 5e année d'architecture. Vous comprenez le parcours qu'il faut pour aller jusqu'au bout du rêve, pour faire en sorte que le rêve devienne non pas un cauchemar, mais une vie ouverte, épanouie. Épanouie pas tellement au niveau des résultats économiques pour chacun d'entre nous. Il faut qu'on soit rémunéré. Et vous serez rémunéré pour le talent et le travail que vous ferez demain. Mais il faut aussi privilégier l'engagement. L'architecte, c'est un passeur de rêve. Quelqu'un qui a cette capacité d'imaginer, de prévoir, de rêver pour demain, bâtir, construire. Nous reviendrons forcément à la lumière diurne, le soleil, parce que celui-ci est irremplaçable, beaucoup plus fort que je ne peux l'être, beaucoup plus fort que la profession qui est la nôtre. Mais, on ne se couche plus avec le soleil, on ne se lève plus avec le soleil, on a besoin, on a envie de vivre la nuit, pour rencontrer, pour dîner, pour voir des amis, pour voir des clients, pour recevoir des touristes, pour recevoir des personnalités, comme votre Premier ministre vient demain, je crois. Vos villes, votre ville ici, sont des villes destinées à recevoir. Et la lumière est une des composantes fortes qui devient à ce titre l'écriture de l'architecture, l'écriture du passé, l'écriture du patrimoine. Or, vous avez ici, en Algérie, des patrimoines, des histoires du passé fabuleuses, riches, fortes et belles. Moi, j'apprends, et je le sais, mais qui le sait dans le monde, et on n'en aura pas beaucoup, que votre pays, c'est presque 5 fois la superficie de la France, par exemple, 4 fois 8, mais aussi et surtout avec un patrimoine de l'époque romaine, par exemple, plus important que tout ce qui peut exister en France et en Tunisie. Vous le savez, vous avez raison de le savoir parce que c'est un titre de fierté. C'était il y a des millénaires. Et pour les millénaires à venir, il y a de belles choses à créer dans votre pays parce que votre pays est en marche vers la modernité, en marche vers l'excellence. Et cette excellence, vous en serez, vous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, les ambassadeurs, les ambassadrices, c'est certain, parce que vous porterez ce message de modernité, de progrès, de savoir partager, faire des lieux plus sûrs, plus agréables à vivre, plus fonctionnels, et aussi apporter cette notion d'esthétique, de beauté. Il y a 20 ou 30 ans, la lumière n'avait qu'une fonction sécuritaire. Souvenez-vous, dormez, dormez, braves gens, nous veillons sur vous. Il faut que ça reste sécuritaire.
juste après la sécurité. Juste après la sécurité, osons ensemble parler de bonheur et de plaisir dans la ville la nuit. Pour apporter toujours la sécurité, mais apporter cette capacité à découvrir, à redécouvrir. Quel bonheur de redécouvrir la ville. À ce titre, la lumière a un rôle, je le crois, profondément pédagogique, éminemment pédagogique. Regardez derrière moi ces deux affiches que j'aime beaucoup de Bellux, ces deux enfants. Ils ne regardent pas l'objectif. Ils regardent devant, un devenir, leur avenir. Vos enfants, nos enfants, vos enfants de demain. Il faut leur donner cette joie d'apprendre, cette capacité, cette certitude que le ciel sera bleu devant eux et que nous le construisons, vous le construisez. Leur donner la possibilité aussi de lever les yeux. Les adultes que nous sommes, nous ne savons plus regarder. Nous conduisons nos vélos, nos motos, nos voitures. Pour des raisons de sécurité, on regarde devant. Sur un trottoir, on regarde devant. Seuls, ces enfants, nos enfants, regardent au-dessus. Et nous leur permettons de lever les yeux. Ils voient, grâce à la lumière que vous allez demain concevoir sur le patrimoine de votre ville, sur le patrimoine de votre pays, l'Algérie, la possibilité de dire à l'enfant, regarde comme c'est beau, ces modernes natures, ces éléments de l'architecture. C'était ton arrière-arrière-grand-père qui l'a construit? Quelqu'un de ta famille? Quelqu'un de ton pays? Regarde comme c'est beau. Cela permet très largement de redonner ce sentiment de fierté, d'appartenance. Les sociologues d'ailleurs ont un terme un peu pompeux, mais qui est vrai. Cela s'appelle le phénomène de réappropriation affective de l'urbain. Ça signifie que spontanément l'enfant, vous n'êtes plus des enfants, vous êtes déjà des adultes matures, équilibrés, intelligents, ouverts. Les enfants, nos enfants qui ont entre 6 et 8-10 ans, eux ne savent pas tout ça. Mais ils comprennent spontanément que la beauté de l'architecture, la beauté d'un espace planté, la beauté d'un aménagement urbain pour la ville, la beauté d'une mise en lumière, c'est quelque chose qui doit se respecter, qui ne doit pas s'abîmer, qui ne doit pas se taguer, qui ne doit pas être vandalisé. C'est aussi, en termes de sociologie, une approche excessivement positive qui contribue à faire en sorte que nos investissements dans toutes nos villes vont rester, ne seront pas dégradés. C'est donc une composante qui nous permet de progresser dans ce domaine, largement. Vous ayant parlé de ces quelques années à la vitesse de la lumière, bien sûr, 37 ans, j'ai envie maintenant de vous montrer quelques photos. Non pas pour vous dire que ces photos sont les plus belles au monde, non pas pour vous dire que ce sont les pays mis en lumière les plus beaux, pas du tout. Essayez de vous présenter un panel parce que vous allez le découvrir. Dans 43 pays au monde, dans 37 ans, j'ai le bonheur d'intervenir, souvent beaucoup, avec un geste lumière affirmé. Cela permet de dire aussi que la lumière est très éclectique avant d'être électrique parce que il y a une composante lumière, une signature lumière, un langage lumière, un vocabulaire lumière à créer, à inventer. Plein de respect pour la culture, totalement respectueux du culte. Votre culte est beau, vos mosquées sont magnifiques. Cette lumière de spiritualité que nous recevons, il nous appartient de la recevoir et de la partager, de la transmettre. Le geste de l'architecte, votre devenir professionnel pour demain, avec un geste lumière, permet aussi de passer ces valeurs de spiritualité, de reconnaissance, d'ancrage, d'un élément très fort et très beau sur nos architectures pour demain et pour après-demain. Nous allons voyager. Et quand j'apprends d'ailleurs, monsieur le doyen, encore maintenant, que votre ville Béjaïa, cela signifie bougie, mais quel bonheur d'habiter dans une ville qui s'appelle Bougie. Je vous parlais tout à l'heure de la fête des Lumières à Lyon, 1989, que j'ai créée. À l'époque, c'était une fête qui permettait aux Lyonnais, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur culture, quel que soit leur âge, quel que soit leur culte, de mettre des petites bougies sur les appuis de fenêtre, la bougie. Ben, vous l'avez naturellement à Béjaïa, et je crois que vous avez capacité à la porter, à la développer aussi. Nous ne sommes pas à Béjaïa, nous ne sommes pas en Algérie, on pourrait l'être, vous avez des palmiers, l'arbre royal par définition, mais nous sommes à Cannes. Une note sur le palmier qui devient pour moi un arbre merveilleux, cela devient une sculpture végétale avec un peu de lumière dessous. Cela devient aussi, grâce à la qualité, à la densité des feuilles de palme, un réflecteur naturel qui a cette capacité magique de renvoyer la lumière, pas d'éblouissement, lumière indirecte, et une lumière sur le sol. Ici, nous sommes à Cannes. Vous le savez, chaque année à Cannes, il y a beaucoup de manifestations importantes, particulièrement le festival du cinéma, ce qui m'a permis d'ailleurs en 10 ou 15 ans de rencontrer des réalisateurs algériens, des acteurs, des actrices algériennes qui ont beaucoup de talent. Chaque année, donc, il y a un festival important qui fait venir le monde entier, et sur la Croisette, qui est le boulevard côtier, Méditerranée, comme vous, en face, il y a un boulevard qui s'appelle la Croisette qui fait 1,2 km. Le concept et l'élément que j'ai proposé et que j'ai réalisé est un élément sur 1,2 km qui permet, avec des LED, diodes électroluminescentes, LED, de dérouler un tapis rouge. C'est le symbole d'une grande manifestation du cinéma, le tapis rouge,
Quand nous sommes au MIPIM, qui est un grand salon immobilier, architectes, promoteurs, constructeurs, y compris beaucoup d'Algériens, je vois chaque année, le code couleur est le bleu, je déroule du bleu. Quand le photographe que vous connaissez, qui connaît votre pays, Yann Mathus-Bertrand, il a fait un très beau livre, Alger vue du ciel. Il veut revenir en 2014-2015 dans vos pays, sur le littoral aussi, pour faire d'autres livres, l'Algérie vue du ciel. Lui, c'est un homme de l'environnement. Son code, c'est le R, l'environnement, l'écologie. On déroule un tapis rouge. L'écriture lumière permet donc de ciseler, de proposer une partition lumière qui se renouvelle à l'infini à partir des éléments que la ville de Cannes reçoit. On va passer, Julien. Alors, tous les arbres ont cette capacité à recevoir la lumière. Un mot d'ailleurs, je pense que les questions, vous allez les poser à juste titre. J'anticipe sur certaines questions. Vous allez me dire avec vérité, oui, mais l'arbre, il va souffrir si vous le mettez en lumière. Ben, je dis, vous avez raison. Il faut donc trouver la possibilité de couper ces mises en lumière la nuit. L'éclairage public, de par sa fonction, doit rester allumé toute la nuit. En revanche, la mise en lumière architecturale patrimoniale, il faut, je crois, respecter l'économie d'énergie, il faut respecter le sommeil des habitants, de ceux qui ont envie de rentrer chez eux pour dormir. Il faut aussi respecter peut-être le minéral, qui peut souffrir avec une lumière dite artificielle, j'y reviendrai, et l'arbre surtout qui a besoin de son rythme biologique pour respirer. Nous sommes à Marseille, beaucoup de similitudes avec vos villes, que ce soit Constantine ou d'autres villes. Sur sa carte de visite d'année de naissance, Marseille c'est 2600 et quelques années, Constantine c'est la même chose, vos villes ici aussi. Vous avez d'ailleurs une histoire de l'époque romaine exceptionnelle, merveilleuse, qui démontre bien que vous avez ces mêmes années de naissance, de consolidation, de sédimentation au fil des millénaires, au fil des siècles, au fil des dizaines d'années. Le port de Marseille, vous avez aussi un port ici qui marche très bien. Le port est un endroit où on a un échange commercial, un échange humain pour la pêche, pour le transport. Mais c'est aussi un lieu, quelquefois, le soir, qui n'est pas très sympathique. Vraiment pas très sympathique, avec des risques aussi. La mise en lumière à Marseille a permis très largement de modifier le comportement, d'éradiquer les commerces nocturnes qui posaient des problèmes non seulement au maire, Jean-Claude Godin, qui est toujours sénateur-maire de Marseille, qui fut ministre de la ville en France, qui avait de gros problèmes d'insécurité et d'éléments nocturnes difficiles. La lumière a contribué à régler le problème, au moins sur ce lieu-là. Comme nous sommes sur un port, on pourrait se dire, que fait-on quand on veut créer un lampadaire sur un port? Que fait-on pour créer un lampadaire à vos crayons, mesdames et messieurs les architectes? Il y a sûrement un élément de design à soumettre à Velux. On peut chercher, puis on s'aperçoit que les idées simples sont souvent les idées les plus belles. Ici, l'idée qui s'est imposée, c'est un mât de bateau. Sur un mât de voilier, on a des voiles. Ici, sur ce mât du port de Marseille, il est possible de lever les voiles des bandes de communication, d'information, pour les grands événements de Marseille, pour les grands événements de Béjaïa demain. Et parce que nous sommes sur un port, vous êtes marins pour certains d'entre vous, sûrement, vous le savez à bord. Le code couleur de la marine, c'est le rouge. À droite, tribord, c'est le vert. C'est ce que j'ai fait sur le port ici. Là, nous voyageons toujours à la vitesse de la lumière. Nous sommes à Madrid, capitale de l'Espagne, que certains d'entre vous connaissent. Le maire Gallardón avait un souci, vous qui connaissez cette capitale. Il avait un souci parce qu'il avait au centre de Madrid un cours d'eau, vilain, oublié, Rio Manzanares, avec des rues, des ponts, des autoroutes qui tricotaient dans tous les sens. C'était chaotique, c'était difficile, c'était bruyant et ça ne marchait pas. Il a tout enterré. Il a failli d'ailleurs politiquement se faire mettre à l'écart parce que ses électeurs, ses habitants disaient mais on voit que des travaux. C'est très long des travaux. Toutes nos villes, en Algérie aussi, vous avez quelquefois des travaux. Vous, architectes, vous savez qu'il faut faire des conceptions, il faut que les entreprises, les élus, les décideurs aient capacité à les réaliser, qu'on attend 2 ans, 3 ans, 4 ans, Inch'Allah, le beau arrive. Et là, le beau est arrivé puisque nous avons eu capacité à aider le maire Gallardón à redonner sur son parc urbain de 12 km de long, les rues étant enterrées, c'est redevenu un parc public et tout ce qui était autour de cette ville Madrid est devenu un objet de mise en lumière. C'est l'histoire. Ici, nous sommes sur l'ancien marché aux fruits de Madrid. Vous avez, vous, ici en Algérie, dans votre ville ici, une extraordinaire capacité à présenter des fruits, l'orange qui est pour moi la plus bonne et la plus belle orange du monde. Vous l'avez ici, on essaie de le retrouver en lumière là aussi. Mesdames, Mesdemoiselles, vous êtes pour beaucoup, j'en suis convaincu, de très bonnes cuisinières. Et moi j'aime beaucoup la cuisine dans votre pays, c'est magnifique et c'est très bon. Mais cet homme qui s'appelle Paul Bocuse dans mon dos, lui c'est un jeune homme de 85 ans. Il aime votre pays, comme moi. Il aime la cuisine comme vous, mesdemoiselles, mesdames.
Il l'a fait bien. Il a compris, lui, que la lumière lui permettait de recevoir ses clients pour dire bienvenue. Et que la lumière, à ce titre, est devenue un élément emblématique, un élément de passeport pour dire bienvenue à toi, mon client, bienvenue à toi qui viens visiter Lyon et mon restaurant. C'est une façon de les accueillir avec son cœur, avec une main tendue. La lumière est devenue pour lui un élément d'accueil. Un pont. J'en ai vu beaucoup dans votre ville, à Béjaïa ici. Parce que vous avez une ville portuaire, parce que vous avez une aire industrielle, et quelquefois on a tendance à dire, ces ponts, ils nous déplaisent, ils sont rouillés, ils sont pas beaux. À quoi servent-ils? À quoi ça sert? Quelquefois, il faut savoir, c'est une réflexion, un travail d'architecte aussi, savoir envisager de les remplacer, de les changer. Et puis quelquefois, on peut se dire, c'est une mémoire de notre pays, de l'ère industrielle. Est-ce qu'on ne peut pas, avec une peinture anti-rouille, les retrouver à nouveau pour 30 ou 40 ans, pour qu'ils servent à nouveau, et puis après en faire un élément emblématique de notre ville. C'est exactement ce qui fut fait. Raymond Barre, l'ancien Premier ministre français, très connaisseur de l'Algérie, aujourd'hui disparu, disait, quand il a reçu le G7, vous le savez, nous avons maintenant des G20 et d'autres éléments mondiaux qui permettent souvent à l'Algérie de venir, bien sûr. Au moment du G7, Raymond Barre m'avait demandé de mettre en lumière ce pont à l'entrée sud de Lyon, qui est devenu un peu l'arche d'entrée dans la ville de Lyon. Un vieux pont, pas de Gustave Eiffel, de l'époque, un élève de Gustave Eiffel est devenu l'élément emblématique, identitaire d'une ville. Nous sommes à Lyon, une chambre de commerce, vous avez ici une chambre portuaire, une chambre de commerce, c'est je crois une activité économique importante qu'il faut je crois connaître. Dans vos métiers d'architecte, vous aurez forcément des relations avec des entrepreneurs qui siègent à la chambre de commerce, et la lumière là aussi leur a permis de composer une carte de visite un peu plus rayonnante pour qu'on puisse parler un peu plus d'eux. Nous sommes toujours à Lyon, un ancien hôpital qui est déclassé parce qu'il était trop ancien, qui devient actuellement, les travaux sont en cours, un centre de congrès, un musée et un lieu de rencontre. Là, nous sommes à Bordeaux. L'ancien Premier ministre Alain Juppé est toujours maire de Bordeaux. Il a compris lui aussi que la lumière l'aidait. Et en l'espèce, à Bordeaux, la lumière l'a aidé à recomposer sa quête, sa rencontre avec la Garonne, le fleuve, comme Barcelone l'a fait avec la mer, et comme vous êtes en train de le faire dans beaucoup de villes. C'est le cas d'Alger, c'est le cas de Béjaïa, c'est peut-être le cas de Constantine, qui n'a pas de mer, mais une petite rivière. Recomposer un paysage diurne et maintenant nocturne, de façon à ce qu'on puisse retrouver le contact avec la mémoire et la topologie d'un pays. Vous avez donc à ce titre, vous qui avez la chance d'avoir un port, une Méditerranée, la possibilité d'envisager aussi des projets pour trouver des compositions urbaines qui redonnent le contact avec votre mer, la mer Méditerranée. Quels sont ceux, parmi les hommes, les garçons, peut-être les jeunes filles aussi, ceux qui aiment le foot? Levez le doigt, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui aiment le foot? Il y a des doigts qui se lèvent, je suis heureux. Alors, vous allez devenir copain avec mon fils Julien, il adore lui aussi. Et vous avez raison parce que vous avez de très bonnes équipes en Algérie. Et nous sommes à Saint-Étienne. Moi qui suis un homme de lumière, je voyage dans le monde entier, je voyage en Algérie avec vous. Ici, nous sommes à Saint-Étienne où je suis né. C'est le stade Geoffroy Guichard. Vous le savez, vous le savez pour ceux qui aiment le foot, le maillot de Saint-Étienne est un vert. Quand ce projet m'a été confié, je me suis dit, mais finalement, il ne faut pas chercher loin. Il faut sortir, développer, décliner les couleurs du maillot. Donc avec des diodes, on revient aux diodes, il y a une plastique lumière essentiellement basée sur le vert, mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que c'est aussi la main tendue des supporters, des équipes, une équipe d'Algérie qui vient demain, avec un maillot qui a une couleur. Quand vous viendrez, vous, avec vos équipes de foot à Saint-Étienne, nous pouvons, à distance, sur un piano d'ordinateur, mettre les couleurs de votre équipe. Ça signifie aussi que pour les foot, ceux qui vont jouer au foot 11 contre 11, ils vont pas se battre, ils vont essayer de marquer des buts. C'est le rôle du foot, du jeu du foot. Mais les supporters, quelquefois, ils vont un peu trop loin, parce qu'ils se battent un peu après, ils sont tellement portés par la passion. Le fait de les accueillir avec les couleurs de leur drapeau, je vous promets qu'en termes de psychologie et d'approche dans le domaine du sensible de l'être humain, on arrive à leur donner une telle certitude qu'on n'est pas là pour les combattre, pour leur faire du mal, que ça les calme un peu et qu'on arrive peut-être, Inch'Allah, à calmer un peu le jeu des supporters trop turbulents. Là, nous sommes en Italie, cette fois à Milan.
Il y a un petit film tout à l'heure qu'on vous montrera après l'échange, puisque la partie qui va venir pour vous, c'est un échange de questions-réponses avec vous. C'est, je crois, l'intérêt majeur que je puisse répondre à vos interrogations intéressantes, légitimes. Milan, une ville industrielle, s'est dotée il y a 2 ans et demi, 3 ans d'un élément important, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure du réseau LUCI, L-U-C-I, Lighting Urban Community International. Ce sont 2 villes. La plus petite, c'est Saint-Paul-de-Vence, celle-là. La plus grande, c'est Shanghai. Alger en fait partie, et demain Béjaïa, pourquoi pas? Il le faut. D'autres villes, je l'espère pour vous. Et le maire m'avait confié cette mise en lumière il y a déjà quelques années parce que, pour ceux d'entre vous qui connaissent cette ville au sud de la France, pas sur la Méditerranée, mais en retrait un peu. Il y a surtout une fondation culturelle qui s'appelle la Fondation MAG. Et ce petit village de 2000 habitants, c'est tout petit. Vous vous rendez compte qu'il y a plus d'étudiants ici que dans ce village-là. C'est étonnant. Dans ce petit village, ils avaient beaucoup de chance d'avoir une vie culturelle, des commerces, une beauté, mais un handicap. Il fait très chaud, comme chez vous d'ailleurs en Algérie en été, mais surtout, c'est trop petit. Les gens étouffés. Le fait d'avoir mis ce petit village en lumière permet d'offrir un parcours de visite la nuit, d'étendre cette possibilité. Les commerçants applaudissent parce qu'ils se répartissent une équipe le matin, dans la journée une équipe la nuit. Ça marche pour tout le monde. Je crois que c'est gagné. Yves Montand, le chanteur, était amoureux de Saint-Paul-de-Vence et il est parti en jouant au boule ici un jour. Tour Eiffel en rouge, nous la reverrons tout à l'heure un peu plus longuement, l'icône française. Je vous rappelle, mais vous le savez, avec votre capacité à avoir étudié l'architecture, siècle dernier, construite pour une expo universelle. Elle était appelée à disparaître. Elle était appelée à disparaître après l'expo universelle. Beaucoup de membres de la famille culturelle française disaient c'est vilain, ça va rouiller, il faut démonter. D'autres, au contraire, ont dit mais pourquoi démonter? C'est beau. Mais ils ont bien fait d'être écoutés, ils ont bien fait d'être passionnés pour porter ce projet. La Tour Eiffel, elle est de temps en temps, tous les 4 ou 5 ans, repeinte, parce qu'il faut l'entretenir pour qu'elle ne tombe pas. C'est devenu un lieu de visite, mais c'est surtout devenu l'icône, l'image emblématique de Paris. Et quand le président Chirac a reçu le président chinois Hu Jintao, il m'a été demandé de mettre en rouge. Les demandes bienvenues, je reviens à Cannes, mais aussi la couleur du drapeau chinois. Savez-vous ce qu'est mon rêve pour cette Tour Eiffel ? Quand le président de votre pays reviendra, il est déjà venu, monsieur le président Bouteflika, à Paris, je rêve. Laissez-moi rêver, le rêve devient possible. Mettre en lumière aux couleurs de votre drapeau algérien la Tour Eiffel pour dire bienvenue l'Algérie. On y arrivera. Pour Alexandre III, qui a été construit à la même époque de cette expo universelle, qui lui aussi est resté, bien sûr. Avec des allégories d'architecture, on reviendra sur ces thématiques tout à l'heure. Là, je vais m'arrêter 30 secondes parce que vous êtes directement concernés. Vous, les responsables de l'université, architectes, professeurs, étudiants. Nous sommes à Monaco. Nous sommes en novembre 1999. La mise en lumière de la principauté de Monaco avec le casino qui est de l'époque de Garnier, construit par Garnier lui-même, qui a fait l'opéra à Paris, qui en avait fait un casino, un lieu d'animation culturelle aussi. Et à droite, c'est l'hôtel de Paris. Savez-vous qui était en novembre 1999 dans la suite présidentielle? C'était votre président, M. Bouteflika. Il venait d'être élu en 1999, il a été reçu officiellement par le prince Régnier qui m'avait missionné, et je mettais en lumière la sécurité de Monaco, pas la sécurité algérienne, la sécurité de Monaco vient me trouver, mes collaborateurs m'appellent, j'avais 150, 200, 250 techniciens. C'est un gros chantier avec des délais très 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 courts. Il fallait travailler jour et nuit. Et cette sécurité de la principauté de Monaco avait peur que les nacelles, les camions, le bruit dérangent monsieur le président Bouteflika. Et alors que Régnier, le prince Régnier, voulait inviter, honorer l'Algérie. J'ai demandé à rencontrer votre président. J'étais un peu inquiet. Il avait rendez-vous avec le prince Régnier. Il descend les marches de cet hôtel de Paris. Je le vois à 3-4 mètres. Je lui dis, monsieur le président, j'ai une mission. Je connais tous mes collaborateurs. J'en réponds. Il n'y aura pas de bruit la nuit, je vous le promets. Il n'y aura pas d'éléments de négatifs, difficiles, aucune forme d'agression, bien sûr.
S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il se tourne vers sa sécurité, quelques mots en arabe que je ne comprends pas, et après vers moi il se tourne en disant « Jeune homme, j'étais heureux, c'était 1999. Jeune homme, j'ai confiance en vous, vous pouvez continuer. » Je dis « Merci, Monsieur le Président. » Vous pourrez le redire, parce que j'étais heureux qu'il me dise merci. J'ai pu, grâce à lui, terminer ce travail. Et grâce à lui, le prince Régnier a pu l'honorer, c'était fait pour ça. Pour que cette mise en lumière inaugurée le 1er janvier 2000 a permis d'honorer votre pays, l'Algérie. Nous allons voyager un peu, toujours à la vitesse de la lumière, un peu plus loin, un peu plus dans le monde, puisque, pendant que Julien appelle les autres photos, ça me permet de vous dire que j'évoquais tout à l'heure l'écriture lumière, la partition lumière. À l'image d'une écriture avec une calligraphie différente, à l'image d'une partition avec des notes de musique ou des notes de lumière différentes, il faut savoir composer en fonction de la culture et en fonction de culte. Je crois que la lumière se doit d'être attentive, d'être respectueuse, d'être complètement dans une sensibilité, un élément du pays. Et pas du tout pour imposer quelque chose, mais pour proposer une partition respectueuse à l'écoute de l'architecture de son passé, des règles de culture et des règles du culte. On ne met pas en lumière un lieu multiple comme on peut mettre en lumière les merveilleux lieux de culte que vous avez, les mosquées que je trouve magnifiques de beauté, cette lumière de spiritualité que nous recevons. Là, nous sommes dans un pays proche du vôtre, nous sommes au royaume de Bahreïn. Bahreïn fait partie des 22 pays du monde arabe qui ont voté pour que l'Algérie, que Constantine devienne en 2015 la capitale culturelle du monde arabe. Ils seront présents donc en 2015 à Constantine, mais ils vont venir dans vos villes aussi. 2 jours à Constantine, ils vont voyager. Vous, architectes, dans 2 ans 2015, vous aurez forcément des demandes et des éléments à faire, à améliorer pour que votre ville devienne un élément d'attractivité encore plus fort pour recevoir ces personnalités qui vont atterrir à Alger, à Constantine, du monde entier, et qui vont voyager en Algérie. Il s'agit de Faure. C'est une jeune femme qui est ministre d'État, que j'ai connue à 7 ans, secrétaire d'État, qui est maintenant ministre d'État, ministre de la Culture, qui avait trouvé dans les fondations sous le sable des traces de Faure. Elle a fait appel à des spécialistes, dans certains cas algériens d'ailleurs, des géologues, des archéologues, qui lui ont donné la certitude qu'ils avaient existé il y a bien longtemps, et elle les a remontés avec des partenaires privés le plus souvent. Et une fois que ces travaux ont démarré, elle m'a demandé de les mettre en lumière. Et c'est un élément positif, je le crois, parce que ces forts tels que vous voyez ici mis en lumière ont fait revenir l'UNESCO qui était passé à Barème et qui n'avait rien classé, en trouvant qu'il n'y avait rien ou pas assez. Ils sont revenus, ils ont classé 2 forts qui sont patrimoine mondial de l'humanité. Moi je rêve d'ailleurs, sachez, laissez-moi rêver encore un peu avec vous. Dans votre pays, l'Algérie, vous avez des trésors, je l'ai dit, des trésors de l'époque romaine, des trésors plus contemporains, des trésors de sites. Il y a 3 classements à l'UNESCO. Le bâti ancien classé, le bâti contemporain, industriel, mais aussi les sites. Et moi, je rêve que 2015, cette rencontre du monde que votre pays, l'Algérie, va donner au monde, ce soit l'occasion à l'UNESCO de revenir pour qu'ils aient envie de classer plus des éléments de votre pays. Cela le mérite aussi. Là, nous voyageons dans un pays froid, nous sommes à Québec, en bordure du Saint-Laurent, un hôtel, un des plus photographiés au monde, qui s'appelle le Château Frontenac. Et le Saint-Laurent avec 4 km de côtes, qui à l'époque étaient des côtes armées avec des canons. J'ai remplacé des canons par des lumières pour qu'on ait un élément de paix, non pas de guerre, pour envoyer des petits rayons de lumière toutes les heures sur le Saint-Laurent et sur la glace. Même les baleines se prennent au jeu, elles viennent danser quelquefois. C'est très drôle et très beau avec les lumières. Je vous ai parlé de la Tour Eiffel quand les années croisées France-Chine ont démarré en France. Quand cette année s'est terminée à Pékin cette fois, il m'a été demandé de mettre en bleu, blanc, rouge les couleurs du drapeau français à Pékin sur une des portes de la cité interdite, place Tiananmen. Et bien sûr, les couleurs du drapeau français ont disparu, mais les lumières sont restées. Ça fait partie d'une bougie, Béjaïa, qu'on peut porter aussi là-bas. Nous sommes à Shanghai, vous l'avez vu, Shanghai c'est une ville chinoise importante, 21 millions, 22 millions, on ne sait plus très bien, a reçu en 2010 une expo universelle aussi. Et cette tour relais de télévision qui fait à peu près 500 mètres est devenue l'icône, est devenue la mire de toutes les télévisions du monde qui couvraient cet événement. Et ils avaient besoin d'un élément, un phare culturel, identitaire. Et cette tour est devenue cela, avec là aussi la possibilité, grâce au diode, on y revient, la possibilité de changer les couleurs. Quand un pays arrive, pour lui souhaiter la bienvenue, on peut monter, non pas un drapeau, mais des lumières, uniquement avec un clavier à distance. Après,
Là, nous sommes à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. L'architecte qui a réalisé ces tours, les tours Petronas, qui étaient à l'époque les tours les plus hautes du monde avec 452 mètres, a des triples racines, algérienne, italienne, américaine, César Pelli, un grand architecte. Il avait fait ces tours avec l'une des spécificités de la Malaisie, l'aluminium et l'inox, et ces tours à 452 mètres étaient rayonnantes. Il y avait un petit éclairage à l'époque, mais qui était insuffisant. Ils m'ont demandé de mettre en lumière pour que ces tours deviennent l'élément emblématique d'un pays qui monte, également, avec malheureusement quelquefois des sinusoïdes, un pays qui marche bien, un pays qui s'endort un peu. À nouveau, ils sont repartis vers une identité industrielle forte. Et la lumière leur permet de communiquer. Toutes les photos qui sont prises maintenant de Kuala Lumpur capitale sont des photos de nuit. On revient à la communication. Des palmiers qui, eux, ne sont pas algériens, mais qui le seront demain, un grand hôtel, la Mamounia. Alors, nous voyageons dans un pays froid aussi, puisqu'il s'agit de la Russie, Saint-Pétersbourg. Nous sommes sur la Neva. C'était une grande jeune femme, Catherine, on l'appelait la Grande Catherine, qui a sauvé Saint-Pétersbourg pendant des années et qui a permis l'édification de lieux de mémoire, de lieux de... c'était le Palais d'Hiver à l'époque, qui est devenu un grand musée. Vous avez de merveilleux musées en Algérie, des musées d'art plastique, il y en a quelques-uns en France, et il y en a un très beau à Saint-Pétersbourg. Et ce palais de l'Ermitage, nous l'avons mis en lumière parce que le maire de l'époque, Sobchak, aujourd'hui disparu, voulait faire rayonner sa culture dans le monde, qu'on le voit comme une image emblématique, une image très forte. Savez-vous, sur les photos d'inauguration il y a 12-13 ans, qui était le petit conseil municipal derrière d'un certain Poutine, qui est maintenant le président de Moscou. Lui, il a compris que la lumière pouvait l'aider, puisqu'il a fait maintenant de sa capitale Moscou une ville avec un festival lumière, qui a démarré il y a 1 an, on y était encore il y a quelques mois. Il a compris, lui, que la lumière, c'était pas une dépense, mais bien un investissement. Là, nous sommes dans un tout petit pays, le Costa Rica. Un pays qui aime tous les autres pays, il n'a pas d'armée, il a une main tendue, il a une culture qui était un peu oubliée, un pays qui était un peu refermé. La lumière sur son théâtre qui est ici a permis d'exprimer les allégories de la danse, de la musique qui sont en toiture, et les compagnies se sont à nouveau recomposées autour de ce théâtre et pour ce théâtre pour donner des créativités, des créations, ce qu'ils avaient un peu oublié, ils perdaient un peu confiance et ça leur a permis de revenir sur le sujet. Nous sommes sur des palmiers qui ne sont pas non plus chez vous ceux-là, la prochaine fois ils le seront, promis. Nous sommes à Singapour, Singapour qui a envie de se doter d'une infrastructure très forte pour essayer de rivaliser avec Hong Kong. Et ce qui a caractérisé Singapour, au-delà de la mise en lumière nocturne, c'est une architecture diurne. Vous l'avez vu, architecte, ce sont des éléments emblématiques d'architecture très forte, très belle, très novatrice, audacieuse, qui quelquefois échappe à la gravité. C'est étonnant. Et c'est aussi un signe de modernité. Vous avez donc, en tant qu'architecte, vraiment des merveilleuses créations envisagées. Tout devient possible. Nous sommes dans un petit pays qui a envie lui aussi d'émerger. C'est un pays, le Vietnam. Il s'agit de l'ancienne mairie qui est devenue le siège du comité populaire du Vietnam. Voilà rapidement balayer les images que je voulais vous montrer avec 2 observations majeures que je voulais vous faire. Une, ne vous arrêtez pas à ces éléments qui sont emblématiques, qui sont là puisque ça permet de présenter un peu plus complètement tout ce que la lumière peut apporter. Des yeux. Alors, nous avons 2 films, mais je souhaite peut-être qu'on puisse... Deux films qui vous montreront une université, l'université Lyon 3 à Lyon, en lumière, qui m'a chargé, d'ailleurs, sachez-le, dites-le à votre recteur, à votre doyen, je le dis officiellement ce matin, de vous transmettre des salutations de fraternité d'architectes, puisqu'il y a aussi un enseignement d'architectes, université moins importante que la vôtre, mais avec un enseignement et une licence lumière aussi. Donc cette mise en lumière sert aussi les étudiants. J'y reviendrai. Il y a un petit film sur cette université à Lyon et un petit film aussi sur la gare de Milan dont je voulais vous reparler. Mais maintenant, peut-être d'abord, monsieur le doyen, messieurs les directeurs, les professeurs, des questions que vous avez envie de poser. Et après, et surtout, mesdemoiselles, messieurs, levez le doigt. Les questions sont toujours un peu difficiles au départ, mais nous sommes là pour répondre. Et moi, je suis profondément heureux de pouvoir échanger avec vous.
L'intérêt de cette rencontre avec Alain Guillot, c'est surtout vous, c'est pour que vous puissiez établir avec lui un dialogue, pour que vous puissiez le questionner. Je pense que les étudiants que nous avons rencontrés à Msila, Batna, Constantine n'ont pas cessé donc de lui poser des questions sur les ambiances, sur l'utilisation de la lumière pour mieux vivre la ville. Et puis, il y a des responsables, ceux qui encadrent les doctorants, qui nous ont proposé de développer un module lumière. Donc, Belux peut vous aider à développer une licence lumière ou à encadrer des travaux lumière pour ceux qui souhaitent se spécialiser. Et Alain Guillot est à votre disposition pour revenir ici dans votre université pour encadrer vos travaux, vos projets s'agissant de mise en lumière. Donc le plus important, c'est que vous puissiez discuter avec lui, établir avec lui ce dialogue qu'il souhaite tant, puisque demain nous sommes à l'université de Sétif, où il est attendu donc par les étudiants en architecture, et je crois qu'il faut profiter de cette occasion pour parler avec lui. Donc moi, je vous donne le micro parce que le plus important, c'est vous. Peut-être votre aîné, notre aîné, Oscar Niemeyer, qui avait avec le Corbusier d'ailleurs beaucoup œuvré en Algérie et qui était passionné par votre pays. Et ça me permet de revenir sur le binôme mise en